Les couilles sur le réservoir. Une émission animée par Doud. Ta gueule, la petite face derrière, j'ai pas fini. La semaine dernière, un ami m'envoie un lien vers l'essai d'une moto électrique de chez Honda qui vient de sortir, la très récente, la WN7, qui se veut concurrencer les motos de type 700, genre la MT-07 de chez Yamaha par exemple. Et donc, par curiosité, je regarde, puisqu'en ce moment je suis un petit peu concerné, je vais vous expliquer vite fait après pourquoi. La déception totale en fait, comme d'habitude, puisque on sait très bien que ce genre de moto, ça ne court pas les rues pour la simple et bonne raison, c'est que c'est nul, c'est de la merde en fait. Alors, des motos électriques, oui, on en a. La marque Zero, par exemple, BMW fait un scooter électrique. Ça, on sait que ça existe et on sait que ça se vend. Les motos, telles que nous, on se l'imagine, c'est de la merde. Enfin, presque de la merde. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Moi, c'est Doud. Bienvenue dans ce nouvel épisode des couilles sur le réservoir. Aujourd'hui, on voit ensemble pourquoi les motos électriques, en plus d'être une mauvaise idée, sont tout simplement de la merde. Alors, pour ce faire, bien évidemment, je ne vais pas faire appel à Jean-Michel commentaire TikTok, ça serait que trop simple et surtout trop rapide. Donc, on va faire appel à la science, la physique et la technologie des matériaux. Voilà, au moins on sait que normalement avec ces bases-là, on devrait être bien. Donc si vous êtes allergique justement à la science et la physique, on va essayer de faire ça simple, mais sachez que voilà, à partir du moment où votre truc c'est l'homéopathie ou les dieux qui n'existent pas, là c'est sûr que vous risquez de rencontrer quelques difficultés. Mais vous verrez, ça va quand même très bien se passer. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, mais également maintenant sur YouTube, sur ma chaîne Les couilles sur le réservoir, où vous pouvez même laisser votre pire commentaire que je ne lirai pas, vous abonner, et puis reprendre plus tard sur votre plateforme audio préférée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @sur le réservoir. Je vous le mets en description de ce podcast, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur lereservoir.fr, notre site internet. Avant de parler d'un sujet, et encore plus d'en critiquer son objet, notamment sa technologie, il faut à un moment donné justifier sa légitimité. Je pense que c'est quand même assez essentiel. Comme je vous ai dit, je ne suis pas Jean-Michel commentaire TikTok. Quand je parle de quelque chose, si je ne sais pas, je le dis, et j'apporte mes informations et je reçois plus que ce que je donne. Alors attention, ne sortez pas cette phrase de ce contexte, s'il vous plaît. À partir du moment où je viens critiquer quelque chose, c'est que derrière, je sais que j'ai des arguments, j'ai des bagages qui font que je peux venir apporter vraiment tout un tas d'éléments. Donc, c'est pas pour flex, mais vous ne me connaissez peut-être pas, puisque vous êtes de plus en plus chaque mois, voire même chaque semaine, à m'écouter. Donc ça, c'est cool. Merci et bienvenue au nouveau. Sachez que j'ai une compagnie qui fait de l'engineering dans l'aviation, et cette compagnie en ce moment développe un avion, un avion de voltige en collaboration avec la Lituanie, et cet avion s'appelle le Nora. De temps en temps je communique là-dessus sur mon compte Instagram, @sur le réservoir, et nous développons actuellement 3 versions. Il y a une version qui est la GP, Gas Powered, donc c'est une version tandem pour faire du vol d'initiation, pour faire de l'écolage, pour faire tout un tas de choses à un pilote et un élève ou pilote-copilote. Ensuite, on a une version EP, version électrique Powered, qui elle sera solo, donc pour de la démonstration aérienne, donc vraiment là pour de l'entraînement sur de la courte durée. Et ensuite, on aura la version extrême, qui elle sera également thermique, moteur continental, 6 cylindres à plat, classique. Et là, ça sera du solo, mais pour du show aérien. Donc évidemment, il faut avoir quand même une autonomie un peu plus conséquente, puisque souvent en show aérien, on a tout un tas de choses qui font que on doit prévoir de l'autonomie. Ce qui fait que la partie motorisation électrique, c'est moi qui m'en occupe. Pourquoi ? Parce que petit bonus, je fais du modélisme depuis mes 13 ans. Ça fait donc plus de 27 ans que j'en fais. J'ai vu évoluer tout ça en fait. Je l'ai vu, puisque je l'ai maîtrisé en fait. J'ai utilisé des moteurs charbon avec les accus nickel-cadmium à aujourd'hui les accus lithium avec des moteurs brushless et puis tout le reste. Que ce soit en petit, mais que ce soit en gros aussi, puisque j'ai aussi contribué au développement d'avions d'écolage électrique aujourd'hui qui volent. Voilà. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, oui, je suis légitime à critiquer les motos électriques et à dire que c'est de la merde parce que j'ai des arguments physiques et scientifiques pour le prouver. Si vous êtes d'accord avec tout ça, de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Ouais, j'ai rien à vous dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la technologie électrique
utilisée dans nos véhicules, je la connais très bien puisque c'est exactement la même qu'on utilise en aviation. En moto, on utilise les mêmes contraintes puisqu'on a un espace réduit avec des performances à atteindre, tout comme un avion, chose qu'on n'a pas en voiture. En voiture, Tesla fait des voitures de plus de 2 tonnes qui roulent à plus de 200 km/h. Mais ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont l'espace pour le faire. Alors que la technologie pour une moto est la même, mais on n'a pas ce volume, on n'a pas cette liberté comme en aviation. Mais ça, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Maintenant, passons aux règles du jeu, puisque comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on vient critiquer une technologie, critiquer quelque chose, et surtout comparer, parce que là on va comparer une moto thermique à une moto électrique, eh bien il faut mettre des règles, il faut qu'on ait des points de repère et il faut qu'on puisse avoir des unités comparables de façon à comparer le thermique de l'électrique. Alors les règles que je vais utiliser, vous allez voir, elles sont très simples et elles vont parler à tout le monde. Pour qu'on puisse tous se comprendre, on doit parler la même langue. Et croyez-moi, en ce moment, la communication pour se comprendre, c'est important et je sais de quoi je parle. Donc, on va partir sur des termes simples. Quand je dis des termes, c'est-à-dire qu'on va mettre des conditions simples, des critères très simples, très larges, qui vont parler à tout le monde. Et on va donc partir sur une moto type permis A2, 47 chevaux, soit 34,5 kW. Voilà, au moins là, ça parle à peu près à tout le monde. En gros, une MT-07. Voilà, si je vous dis une MT-07, vous voyez ce que c'est, le gabarit, la puissance, voilà, la machine à wheeling, hein, toi-même tu sais. Et on ne parlera pas argent. Donc pas la peine de venir me dire, oui, mais le prix, machin. Non, on s'en fout. La partie pognon, argent, coût de la technologie, machin, tout ça, c'est non. On ne veut pas en entendre parler parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la technologie thermique face à la technologie électrique. C'est tout. Voilà. Je pense que c'est des règles très simples qui parleront à tout le monde. Et ce qui fait que quand on va rentrer un petit peu plus dans la partie physique avec les unités, machin et tout, je ramènerai toujours tout à la puissance en kilowatts de façon à ce que ça soit beaucoup plus parlant, puisque kilowatts chevaux, un cheval 736 watts, je vous marquerai la conversion à l'écran, donc pour ceux qui m'écoutent sur Spotify, désolé, vous n'aurez peut-être pas cette information-là, mais si vous me regardez sur YouTube, en tout cas, vous aurez tout sur le côté, à droite ou à gauche, j'en sais rien, on verra. Dernier petit détail, et pas des moindres, qui est important, parce que là, je sais qu'il y a déjà les Jean-Michel commentaires qui sont en train de se chauffer les doigts sur les touches du clavier. On va parler d'usage, parce que, évidemment, si je vous dis une moto, certains pour eux, la moto, ça sert à faire le tour du monde. Pour d'autres, c'est juste pour aller chercher la baguette au bout de la rue. Dans notre cas, ça va être un usage mixte. Donc, histoire de mettre tout le monde d'accord, c'est la moto telle que la majorité des motards l'utilisent. L'été, pour aller au travail, faire un petit week-end à gauche, à droite, rouler en ville, rouler en campagne, vraiment de l'usage mixte. On va partir sur un truc comme, 5-6 000 km par an, donc pas des gros rouleurs, mais pas non plus des gars qui ne sortent que le week-end. Donc vraiment quelqu'un qui utilise sa moto fréquemment quand il fait beau et qui l'hiver l'utilise beaucoup moins, voire pas du tout. Voilà, évidemment on ne parle pas du tout du citadin qui va sortir sa Ducati à 30 000 balles pour aller chercher un latte au bout de la rue et rentrer pour la mettre à l'abri. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le dur de la physique. Alors, toujours merci de ne pas sortir cette phrase de son contexte, hein, et venez pas me dire « je m'appelle physique ». Non, ça ne marchera pas, ok ? Pour affirmer que les motos électriques sont nulles, eh bien, il faut quand même avoir des moyens de les comparer. Il faut comparer ce qui est comparable, comme je vous l'ai dit. Sachant que là, on va utiliser une unité commune qui s'appelle la densité énergétique. La densité énergétique, c'est quoi ? Eh bien, c'est le problème principal de tout véhicule. C'est-à-dire qu'on cherche, en électrique ou en thermique, à rentrer une certaine quantité d'énergie dans un certain volume. Autrement dit, pour que ce soit un peu plus simple, ce qu'on veut, c'est quelle quantité d'énergie peut-on embarquer, pendant combien de temps on peut l'utiliser. Imaginez une bouteille d'essence, votre bouteille d'essence, vous savez que quand vous êtes à sec, si vous la mettez dans votre réservoir, vos 1 litre d'essence vont vous permettre de faire X kilomètres. Bon, c'est ça la densité énergétique. Justement, en parlant de l'essence, prenons la densité énergétique de l'essence et comparons-la à celle de l'électricité. Et pour ce faire, eh bien déjà, il faut qu'on utilise des unités égales, ok ? Puisque l'essence, on va parler en litres, et l'énergie électrique, on va parler en kilos, parce que les batteries sont en kilos. C'est pas des litres de batterie. On peut, mais c'est chiant. Donc on va utiliser des kilos parce que ce sera plus simple. Si ça ne vous parle toujours pas, je vais prendre un exemple encore plus simple. Imaginez la densité énergétique d'1 kilo de sucre et d'1 kilo de courgettes ou de butternut,
comme vous voulez. Eh bien, sachez que si vous mangez 1 kg de sucre, vous ferez votre marathon sans problème. Si vous mangez 1 kg de butternut, eh bien, vous ne passerez même pas la ligne de départ. Voilà, parce que vous avez beaucoup plus d'énergie dans 1 kg de sucre que dans 1 kg de butternut. Petite parenthèse, sachez que 1 litre d'essence, c'est à peu près 750 grammes, soit 0,75 kg. Et c'est bien pour ça que quand vous mettez de l'eau et de l'essence, l'eau arrive en bas et l'essence au-dessus, puisque la masse volumique, donc c'est-à-dire la masse d'un volume d'essence, est plus léger que l'eau. Voilà, donc l'essence est plus légère que l'eau, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre, c'est la même chose. Et c'est aussi ce qui fait que, en aviation notamment, on purge ces réservoirs avant de partir en vol, puisque l'eau, par chance, comme elle est plus lourde, elle est en bas du réservoir, et en purgeant, on enlève d'abord l'eau et ensuite le carburant arrive. Voilà, c'est pareil dans les réservoirs de moto et de voiture. Quand vous avez de la condensation, si vous avez à un moment donné de l'eau qui part dans les injecteurs ou de votre carburateur en permanence, c'est que vous avez de la condensation dans votre réservoir. La condensation fait que l'eau tombe dans le carburant, l'eau arrive au fond de votre réservoir, le carburant, lui, est au-dessus parce qu'il est plus léger, et l'eau passe dans votre circuit. Deuxième petit fun fact, c'est pour moi, c'est cadeau. Ça, c'est quand vous avez de l'essence. On ne va pas parler de bioéthanol. Pourquoi ? Parce que le bioéthanol, dans bioéthanol, il y a éthanol. C'est 85% en moyenne, puisque cette valeur est ajustée suivant la température été-hiver, mais c'est 85% d'alcool. L'alcool, elle, contrairement à l'essence, est miscible avec l'eau, c'est-à-dire qu'elle se mélange. Donc vous prenez 1 litre d'essence, 1 litre de bioéthanol, vous versez un verre d'eau dedans. Votre verre d'eau avec l'essence, il arrive dans le fond de la bouteille. Avec le bioéthanol, il se retrouve mélangé. Et c'est ça le problème avec le bioéthanol, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que si votre véhicule n'est pas fait pour, il va embarquer toute l'humidité, puisque l'alcool va aspirer l'humidité, et ça va faire rouiller la totalité de votre circuit d'essence. Voilà. Si vous avez de l'essence qui passe dans de l'acier, notamment les vieux véhicules, par exemple la coccinelle, qui a des tubes en acier pour l'essence, eh bien, ça rouille. Voilà pourquoi le bioéthanol, on ne peut pas le mettre dans n'importe quoi. Et dans les réservoirs aussi, si vous avez un réservoir en acier et que vous laissez du bioéthanol pendant un hiver dedans, ça va rouiller. Pas avec l'essence. Voilà, fin de la parenthèse. Maintenant qu'on a unifié nos unités, notamment les kilos des deux côtés, batterie et moteur thermique, il faut pouvoir comparer maintenant l'énergie. Alors, je sais, il y a déjà Jean-Michel commentaire en train de dire oui, mais la masse volumique, machin, tout ça. Pour l'instant, le volume, on s'en fout. On considère que le volume des deux, c'est quasiment la même chose, même si c'est pas vraiment vrai, mais c'est plus facile à gérer en termes de véhicule, la masse volumique essence électrique, que autre chose. Donc, on s'en fout, parce que ça, c'est pas le problème. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est comparer l'énergie. Pour comparer l'énergie en physique, on fait appel à une unité qui s'appelle le joule. Le joule, c'est 1 watt en 1 seconde. Souvent, le joule, on en entend par contre beaucoup parler dans le domaine de l'armement. Les armes, la puissance d'une arme est souvent exprimée en joule. Également dans tout un tas d'autres domaines, mais c'est vraiment dans des domaines spécifiques. Dans la vie de tous les jours, vous n'en entendrez quasiment jamais parler. Souvent, on va entendre parler plus des calories, des watts et ainsi de suite. Mais sachez que le joule, c'est la base de chaque calcul énergétique. Comme je vous l'ai dit, 1 joule, 1 watt en 1 seconde. Même si ça ne fait pas vraiment de sens pour vous, sachez que c'est cette unité que l'on va utiliser pour pouvoir justement comparer la densité énergétique de deux matières. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas vraiment le nombre de joules que fait l'un ou l'autre, mais c'est la différence. Et cette différence, c'est ce qui va faire que la moto électrique est de la merde. Voilà, tout simplement. Je peux pas faire plus simple, là, vraiment. Maintenant, que disent les chiffres ? On va commencer par l'électrique, une batterie au lithium. Alors, les batteries au lithium, vous avez des densités énergétiques qui vont varier en fonction du type de batterie que vous avez. Donc, je vais prendre les matières les plus performantes, vraiment je vais aller au bout de la chaîne pour me dire, bon bah d'accord, on va comparer ce qui est comparable. Comme on sait que l'électrique est à la ramasse de toute façon sur beaucoup de choses, eh bien on va prendre vraiment les technologies les plus performantes que l'on ait actuellement. Concernant le lithium, on a une densité énergétique de 0,95 mégajoules par kilo. En gros, vous avez quasiment 1 mégajoule pour une batterie de 1 kg. Je vais pas vous dire combien fait mégajoule en watts, machin et tout, parce qu'on s'en fout. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'essence, elle, pour 1 kg, fait 46,5 mégajoules. Voilà. L'essence est 46 fois plus énergétique que le lithium pour 1 kg. Vous
prenez 1 kg d'essence, 1 kg de lithium, dans l'essence, vous avez 46 fois plus d'énergie à dépenser. C'est comme si vous aviez un vase. Dans ce vase, 1 kg de lithium, c'est comme si vous aviez à peu près 3 billets de 10 euros. Dans le même vase qui représente l'essence, vous aviez par exemple 46 billets de 10 euros. Voilà, vous pouvez dépenser beaucoup plus avec le vase essence. Tant mieux parce que l'essence coûte beaucoup plus cher. Donc, Maintenant, là, vous voyez qu'on a quand même un sacré déséquilibre. Alors, vous voyez qu'avec ce ratio de 46, déjà on sait que la technologie électrique, elle est carrément à la traîne. C'est évident. Bien évidemment, j'entends déjà les articulations de tous les Jean-Michel commentaires qui sont en train de s'exciter la nouille sur leur clavier, à dire « Oui, mais tu parles pas du rendement moteur, puis blablabla. » Évidemment, pour être fair-play, je vais parler du rendement moteur. Pour ceux qui ne savent pas, laissez-moi vous expliquer vite fait à quoi correspond le rendement de quelque chose, puisque le rendement, ce n'est pas que pour les moteurs, c'est un peu pour tout ce qui consomme de l'énergie. Vous payez votre employé 2000 balles, s'il travaille 2 heures par jour, faut le foutre dehors. Faut le foutre dehors, clairement, là, faut pas le garder, mais il a un rendement de merde. Par contre, si vous avez un employé que vous payez 2000 euros et que lui, il travaille 22 heures par jour, gardez-le, mais vous finirez au prud'homme. Voilà, de toute façon, dans les deux cas, vous finirez au prud'homme. Alors après, je connais une très bonne avocate, si vous voulez, mais c'est ce qu'on appelle le rendement, c'est-à-dire que je donne une quantité d'énergie à un système et je vois ce qu'il en ressort. Dans notre cas, les véhicules, eux, c'est des usines à rendement, parce qu'un véhicule, par définition, on lui met une énergie dedans, de l'essence ou de l'électricité, et on veut rouler le plus longtemps possible avec, sans avoir à recharger, que ce soit en essence ou en électricité. Que dit le rendement d'un moteur thermique? Moteur thermique, c'est de la merde. On a un rendement de 36%. Ça veut dire que quand vous allez faire le plein de votre voiture, seul 36% de votre plein servira à faire bouger votre voiture. Et que tout le reste, ça part dans l'atmosphère en chaleur pour chauffer le cul des oiseaux. Voilà. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Le reste, c'est de la chaleur. C'est pas pour rien qu'un moteur électrique, ça brûle quand on s'en sert. Voilà. Peut-être je vous apprends un truc, mais voilà. Et un moteur électrique, alors là pareil, je me suis basé sur les chiffres de chez Tesla, parce que c'est eux qui ont actuellement quasiment les meilleures technologies et les meilleurs rendements, parce qu'on sait que les moteurs électriques ont des très bons rendements, et là on est sur du 96%. Là vous êtes en train de vous dire, dude, tu vois bien que l'électrique c'est vachement mieux, blablabla. Attends, bouge pas Jean-Michel, bouge pas. Donc moteur électrique, 96%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais une charge de ma batterie, 96% de la batterie est utilisée pour faire bouger la voiture. Bonne nouvelle, ça veut dire que en moyenne, 5% part en chaleur pour toujours chauffer le cul des oiseaux. Voilà, ce qui est quand même vachement mieux que le thermique. Bon, on est d'accord. Là, un point pour l'électrique. Donc ça fait un partout. Qu'est-ce qui va les départager? Eh bien, ce qui va les départager, c'est le rapport entre la densité énergétique et le rendement. Pour faire simple, et pas rentrer dans des calculs trop compliqués, parce qu'on n'a pas que ça à foutre de toute façon, on va tout simplement multiplier la densité énergétique par le rendement pour voir par kilo quelle est la réelle énergie utilisée par kilo pour bouger notre système. Toujours pareil, je tiens à préciser pour Jean-Michel commentaire, on ne tient pas compte des rapports de distribution, on ne tient pas compte des boîtes de vitesse de ci, de ça, des démultiplications, des frottements, et ainsi de suite. Non, on prend un système vraiment le plus simple possible, on ne se met pas de contraintes, parce que de toute façon, même en mettant les contraintes, le résultat sera quasiment le même, in fine, puisque aujourd'hui, je pense qu'on a assez de véhicules pour voir que l'essence mine tarte à l'électrique, donc c'est pas la peine de nous casser les noix là-dessus. Mais on va essayer quand même d'avoir un raisonnement un peu scientifique derrière. Comme je vous disais, si on multiplie la densité énergétique de l'essence par rapport au rendement d'un moteur essence, on a une densité qui est de 16,5 mégajoules par kilo. C'est-à-dire que l'essence, ramenée au rendement du moteur, a une densité énergétique de 16,5 mégajoules par kilo. Voilà. Ça, c'est corrigé, en gros. Une batterie au lithium, un peu plus simple, puisqu'on a donc une densité énergétique de 0,95 mégajoules par kilo, avec un rendement de 96%, 95%, ce qui nous fait à peu près 0,90 mégajoules par kilo. Une batterie corrigée par le rendement du moteur,
on n'a plus 0,95 mégajoules par kilo, mais 0,90 mégajoules par kilo. Ce qui fait toujours une différence de quasiment 16 pour l'essence. Voilà, donc ça veut dire que l'essence est toujours 16 fois plus énergétique que la batterie, même avec un rendement dégueulasse. Voilà pourquoi. Maintenant, pour que vous puissiez visualiser concrètement ce déséquilibre, j'ai fait un petit calcul très simple. En gros, si on prend notre exemple avec la MT-07, pour avoir l'équivalent en électrique d'un plein de 15 litres, il vous faut une batterie de 250 kg pour avoir la même utilisation sur votre moto qu'avec un plein de 15 litres d'essence. Je pense que là, vous commencez à vous représenter un petit peu. C'est-à-dire, vous prenez une moto, tout le poids de la moto, vous imaginez une grosse batterie, vous mettez ça sur des roulettes et ça vous permet d'avoir la même utilisation qu'une moto avec 15 litres. Donc vous voyez qu'on a un petit problème de place. Parce qu'une batterie de 250 kg, c'est pas impossible, hein. Il n'y a aucun problème. Mais faut l'emmener, quoi. Ça s'appelle plus une moto. C'est donc pour ces raisons que l'électrique pour une moto, c'est de la merde. Voilà. Parce que à utilisation volume égale, c'est largement moins performant que de l'essence, malheureusement. Alors maintenant, on va continuer d'être fair-play. Jean-Michel commentaire. Oui, il y a d'autres technologies. On n'est pas obligé de rouler en full essence ou full électrique. On a par exemple Kawasaki avec sa moto hybride. Voilà. Alors si vous m'écoutez sur Spotify, sachez que vous ratez ce magnifique sourire sur mon visage. Peut-être que vous l'entendez, mais vous le ratez. Et on va en parler de l'hybride Kawasaki. Voilà. Alors parlons de l'hybride Kawasaki. Ça va être très court et je parle de l'hybride Kawasaki puisque actuellement, dans le commerce, nous avons que Kawasaki qui fait des motos hybrides. Voilà. Je suis pas un pro du business, moi, excusez-moi, je suis pas un aficionados de LinkedIn, en tout cas, j'ai pas un CV de 4 pages là-bas, mais quelque chose me dit que quand dans un domaine où ça fait quand même plusieurs dizaines d'années, voire quelques siècles, que ça fonctionne, qu'on a une technologie qui est utilisée, éprouvée, machin, tout ça, que des fois on a des innovations, mais que des fois quelqu'un va innover, mais que personne ne le suit, tout hasard, le moteur rotatif, voilà. Si aujourd'hui, on n'a aucun constructeur qui nous fait de voitures avec des moteurs rotatifs, c'est parce qu'on s'est aperçu que l'idée, elle était, oui, c'est une bonne idée, mais sur le papier, quoi. C'est compliqué d'aller plus loin, pour tout un tas de raisons. L'hybride, c'est pareil. Et tout est dans le nom quand on parle de l'hybride Kawasaki, parce qu'il n'y a que Kawasaki qui a proposé une moto hybride. Et qui est juste nulle. Voilà, je crois que vous avez l'essai sur Internet. C'est une 450 cm3. Alors, certes, avec hybridation, donc c'est-à-dire que vous avez une sorte de boost électrique, mais la moto fait 230 kg, quoi. Là, au lieu d'avoir le meilleur des deux mondes, comme Toyota propose, parce que effectivement, Toyota avec la Prius maîtrise la technologie de l'hybridation depuis des années, et ça fonctionne très bien pour les voitures, parce qu'on a beaucoup moins de contraintes en termes mécaniques, en termes de place, de volume, de tout ça. Mais une moto, on n'a que des contraintes, comme les avions. Les avions, on n'a que des contraintes sur des avions. Donc l'hybride, non, ce n'est pas une bonne solution. Si c'était une bonne solution, on ne parlerait pas de l'hybride Kawasaki, mais on parlerait des motos hybrides. Niveau technologique, c'est bien, c'est beau, et c'est ce qui fait avancer un petit peu les choses. Mais sachez que si l'hybride en moto était vraiment si intéressant que ça, même la Chine, ça fait longtemps qu'on en aurait en fait. Voilà, je pense que des motos hybrides, on en aurait beaucoup plus dans les rues qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai jamais vu. Voilà, sauf sur Internet, j'ai jamais vu de moto hybride. Et je pense personnellement qu'on découvrira que la Terre est plate avant d'avoir des motos hybrides. Voilà. Ou peut-être des GT, à la limite, des GT hybrides. Pourquoi pas? Mais même là, je suis pas certain. Toujours dans le but de satisfaire nos chers Jean-Michel commentaires TikTok, on va aller jusqu'au bout du raisonnement. On va vraiment pousser en disant, bon, l'électrique, c'est de la merde. D'accord. Alors, est-ce que l'hybride, c'est bien? Non, l'hybride, c'est encore pire. Bon, très bien. Mais alors, il reste encore une technologie que l'on n'a pas vue ensemble, et je sais même pas si quelqu'un oserait un jour faire ça, mais on va pousser vraiment le raisonnement, histoire de se dire, bon allez, vas-y, on prend tout ce qui existe en ce moment dans le domaine de l'électrique, et on va l'appliquer à la moto pour voir ce que ça donne, hein, si on arrive à trouver une sorte de compétiteur plus intéressant à l'essence. On va parler de l'hydrogène. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent quand on parle des gens de véhicules hydrogène, ils s'imaginent qu'on prend un réservoir, on le remplit d'hydrogène, et que cet hydrogène vient faire fonctionner un moteur. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça. L'hydrogène, en fait, va servir de générateur. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'hydrogène pour créer de l'électricité à base d'eau, de tout un tas de choses, un processus chimique,
n'en déplaise à ceux qui sont aficionados de l'homéopathie, mais la chimie existe et donc on la maîtrise et on sait utiliser donc l'hydrogène pour générer de l'électricité. Et cette électricité générée, si on ne l'utilise pas, elle est perdue. Donc on va l'utiliser pour charger des batteries qui, elles, vont alimenter un moteur électrique. Est-ce que vous commencez à voir la connerie? C'est-à-dire que sur des chantiers de façon immobile, oui, un générateur hydrogène, c'est bien parce que c'est propre, c'est tout ce que vous voulez bien, c'est puissant, c'est cool. Mais ça, c'est en statique. En statique, c'est très bien dans un bâtiment et choses comme ça. Mais mobile, utilisé pour propulser un véhicule, c'est nul. C'est complètement nul. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà en électrique, vous ramassez un poids mort qui est la batterie, puisque en essence, petit détail pour les Jean-Michel commentaires TikTok, quand on vide un plein d'essence, on s'allège. Donc on diminue la charge du moteur. Une batterie sur un véhicule électrique, quand vous videz votre batterie, son poids il reste pareil. Il ne bouge pas le poids de la batterie quand on la vide malheureusement. Donc on est obligé de traîner avec peu de courant le poids mort de la batterie. Et en hydrogène c'est encore pire. Vous traînez le poids mort de la batterie plus le générateur d'électricité à base d'hydrogène, le réservoir, machin et compagnie. Donc vous voyez que l'idée, elle est de loin stupide. Mais pour ceux qui sont en recherche de gloire permanente sur LinkedIn, parler de technologie hydrogène, ça fait vendre. Ça fait vendre et ça fait ramener de l'argent. Donc en gros, l'hydrogène est un piège à investisseurs uniquement. Rien d'autre. À partir du moment où vous voyez le nom d'un véhicule associé à hydrogène, ça pue du cul. Je vous le dis parce que c'est la physique qui parle en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et dans ce genre de domaine, on a des champions. Notamment, on en a un, alors je vais parler dans mon domaine à moi, qui est l'aérien. On a notamment Aura Aero. Oups, désolé, j'ai balancé sans faire exprès. Aura Aero, eux, pour pouvoir se financer, ils ont fait miroiter des avions basés sur la technologie hydrogène. Ça, c'était au début, quand ils avaient besoin d'argent pour se financer. C'est, comme je vous dis, un piège à investisseurs. C'est, regardez, on va faire des avions à base d'hydrogène. Hop, on récupère des fonds, des aides et tout ce qui va bien. Et voilà, une fois que les gens commencent à se poser des questions, on change. Donc là, si vous allez sur leur site, l'hydrogène a disparu. On parle d'avions hybrides. C'est pire. C'est pire. On a vu que l'hybride pour une moto, c'est pas une bonne idée. Donc pour un avion qui fonctionne pareil en fait, en termes de contraintes, de place, de tout ce que vous voulez bien, ça marche pas en fait l'hybride pour un avion. C'est soit t'embarques des batteries, soit t'embarques des passagers. C'est l'un ou l'autre, mais tu peux pas faire les deux en fait. Ou si tu embarques des batteries et des passagers, tu vas avoir l'avion d'un taille d'un Airbus A380 pour 15 passagers. C'est un peu dommage. Voilà. Donc moi je dis ça, qui suis-je pour parler? Voilà. Qui suis-je? Peut-être. Mais après, peut-être que j'ai un calepin avec tout un tas de formules qui me prouvent que... Les calculs sont pas bons, Kevin. Mais ça, malheureusement, ça fait partie aujourd'hui d'un principe de fonctionnement des entreprises qui veut que on a des termes périodiques. Et ça, c'est le problème. C'est que régulièrement, on a des mots-clés qui sont utilisés par tout un tas de compagnies, non pas pour faire avancer les choses, mais juste pour attraper des investisseurs comme des Pokémon. Ce qui est complètement débile, puisque au bout d'un moment, ça va leur péter à la gueule. Figurez-vous que pendant longtemps, on a entendu parler de blockchain, de crypto, ensuite c'était le quantique, après on avait l'hydrogène, aujourd'hui c'est l'IA. L'IA, on vous le sert à toutes les sauces. C'est un piège, c'est juste un piège. On s'aperçoit que dans 80% des cas, c'est juste pour récupérer du pognon, mais que derrière, c'est creux. Là, Aura Aero, ils nous l'ont montré, voilà, comme beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres qui vendent des technologies à l'hydrogène, au bout d'un moment, ils sont obligés d'arrêter et de dire, bon, en fait, c'est peut-être pas l'hydrogène. On va enlever l'hydrogène, mais on va garder l'électrique. Sachant que, petit bonus, l'hydrogène, c'est un gaz. Ok, mais c'est un gaz hautement inflammable. Je sais pas si vous êtes féru d'histoire, mais sachez que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Hindenburg, donc le ballon dirigeable nazi, était gonflé à l'hydrogène parce que c'était moins cher que de l'hélium et il pouvait en avoir beaucoup plus en fait. Et c'est pour ça qu'il a littéralement explosé. Il a explosé en brûlant. Voilà. Et Aura Aero voulait nous faire des avions avec ça. Alors, Aura Aero, juste comme ça, entre nous, 2 morts, c'est pas assez, en fait. Pour toutes ces raisons, les fameuses piles à combustible avec l'hydrogène, c'est non. Là, je pense qu'en termes de technologie énergétique, on a fait le tour. On se rend compte que, quelle que soit la comparaison, quelle que soit la technologie, l'essence reste leader dans sa catégorie, pour tout un tas de raisons que je viens de vous expliquer. Certes, pour Jean-Michel Commentaire, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas parlé des différents types de batteries, puisqu'en fait, une batterie, c'est pas juste une matière, c'est une combinaison de 2 matières. Et c'est cette combinaison de 2 matières qui fait que
vous allez avoir de l'électricité qui va circuler dedans. C'est pour ça qu'à l'époque, on parlait par exemple des accus NiCd, nickel-cadmium. Vous avez une tranche de nickel, une tranche de cadmium, et l'électricité en fait circulait entre les deux. Et les batteries au lithium, c'est la même chose. Ce sont des feuilles de matière qui sont appliquées les unes sur les autres, comme un millefeuille, et l'électricité va circuler dedans. Voilà. Donc vous avez du lithium polymère, du lithium machin, du lithium ci, du lithium ça, et vous avez même d'autres technologies que le lithium. On a même ce qu'on appelle les supercondensateurs. Les supercondensateurs, c'est en gros des batteries qui sont faites pour emmagasiner beaucoup d'énergie en très peu de place. La particularité, c'est que ça se vide aussi rapidement que ça se charge. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est un claquement de doigts et ça se vide. C'est le principe du condensateur en fait. Mais alors, quel avenir pour nos motos? Puisqu'on sait que l'essence, plus ça va aller, plus ça va être compliqué, et qu'à un moment donné, il va falloir trouver des alternatives. Il y a un point crucial que j'ai déjà abordé dans un autre épisode où justement je parle un petit peu des véhicules électriques, mais en règle générale, et notamment de l'avenir des véhicules électriques, notamment sur le marché de l'occasion et tout ça. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que un véhicule électrique, par essence, jeu de mots, c'est de la technologie pure. C'est-à-dire qu'au moment où vous l'achetez, sa technologie est normalement à son meilleur. Mais que cette technologie-là, on sait qu'au bout de 6 mois, elle sera dépassée. C'est le problème de la technologie électrique. On le voit dans les smartphones, on le voit dans les télés, les ordinateurs, dans tout ça. Et les véhicules électriques, c'est pareil. Vous prenez un véhicule électrique de 2010, vous le comparez à un véhicule électrique ne serait-ce que de 2015, la différence est gigantesque. Et ça pose un réel problème sur le marché de l'occasion de l'électrique. Chose que l'on n'a pas sur un véhicule thermique. Puisqu'un véhicule thermique, on ne réinvente pas le moteur thermique tous les 6 mois. Les évolutions, certes, sont là, mais ça va être des évolutions beaucoup plus lentes et surtout beaucoup plus pérennes. On va avoir des véhicules qui vont être connectés, différentes assistances, des aides à la conduite, des protections, bref, ça va être une incrémentation de fonctionnalités, mais qui ne rendront pas obsolète le véhicule quelques années plus tard, contrairement aux véhicules électriques qui, eux, sont des objets 100% technologiques. Et autre point noir des véhicules 100% électriques, voire même hybrides, puisque Toyota est confronté en ce moment au problème, c'est la batterie. Une batterie, ça s'use à force de la charger, décharger, charger, décharger. À un moment donné, la batterie, à l'époque, rappelez-vous, du temps des fameux téléphones avec du NiMH ou NiCd, on vous disait faut vider complètement la batterie pour la recharger, l'effet mémoire, machin, blabla. Bon, ce qui se passe avec une batterie, c'est qu'à chaque fois que vous allez la charger et la vider, c'est comme si vous allez la tuer un petit peu plus. Imaginez, vous avez une armoire, votre armoire, vous la remplissez, et à chaque fois que vous videz une place, vous enlevez la place que vous avez utilisée. Alors c'est grossièrement dit, mais à chaque fois que vous vous enlevez quelque chose, la place que vous avez utilisée, considérez que vous ne pouvez plus vous en servir. Donc au fur et à mesure, vous allez réduire la place dans votre armoire. Une batterie, en gros, c'est la même chose. Une batterie, à chaque fois que vous allez la charger et la décharger pour vous en servir, vous allez avoir des endroits de votre batterie qui ne fonctionneront plus. Et c'est ça qu'on appelle l'effet mémoire, entre guillemets. Donc c'était très marqué sur les vieilles batteries au NiMH et NiCd. Lithium polymère, on en a beaucoup moins, mais c'est moins progressif. Une batterie lithium polymère, elle va fonctionner bien pendant un certain temps, et à un moment donné, pouf, ça va couper, vous n'aurez plus rien, ça tiendra plus. Et à partir de ce moment-là, il faudra la changer. Sachant qu'en plus, une batterie au lithium polymère, c'est très pervers parce qu'en fait, les gens sont habitués avec ces histoires de décharger, recharger complètement, machin, et font la même chose avec les batteries au lithium. Alors que c'est la pire chose à faire. Une batterie au lithium, pour être bien, doit être stockée au minimum à 80% de sa charge. Et ne doit pas être utilisée sous une certaine température. Le lithium déteste le froid, par exemple. Alors que l'essence, on s'en fout, puisqu'en plus, ça chauffe. Donc c'est très bien. Mais voilà, le lithium est une technologie qui reste assez difficile à vraiment utiliser. Et c'est pour ça que sur les batteries, on a ce qu'on appelle un BMS, Battery Management System, qui vient justement gérer la charge, la décharge, tout ça. Et que on ne vient pas décharger complètement une batterie au lithium, puisque si vous déchargez votre batterie au lithium à fond, vous ne pourrez plus la charger, elle sera morte. Une batterie au lithium a besoin d'un minimum de tension pour justement garantir sa pleine fonctionnalité. Donc on voit qu'il y a beaucoup de contraintes là-dessus et que ces contraintes, elles ont une date de péremption, contrairement à un moteur essence. On a déjà des véhicules, des Toyota Prius qui changent leur batterie, bien que ce soit de l'hybride, mais ils changent leur batterie parce que les batteries s'usent. Et quand on change une batterie, ça fait mal.
ça fait très très mal, parce que ça coûte super cher une batterie. Imaginez, vous vendez une Tesla, la batterie est morte, vous devez la changer, c'est le prix de la bagnole. Voilà. Pour toutes ces raisons, le marché de l'occasion en électrique, pas fou, quoi. Vraiment pas fou. Et pire encore, si vous achetez par exemple, et on le voit avec les Tesla, vous achetez votre Tesla par exemple en 2015, vous voulez la revendre en 2025, les gens ils vont vous dire oui mais attendez parce que c'est plus compatible avec il y a eu la mise à jour machin mais ça on peut pas l'avoir parce que c'est trop vieux puis blablabla puis blablabla. Ça revient à vendre un ordinateur de 2015 en 2025, personne n'en voudra. Ou si vous allez le vendre, oui, mais pour 5-10% du prix, contrairement à un véhicule thermique. Maintenant, faisons un bilan parce que là, pareil, j'entends les articulations de mes petits Jean-Michel commentaires qui sont en train de s'exciter la nuit en disant « Oui, mais là, tu dis que les motos électriques, c'est de la merde. Moi, j'en ai une. Moi, ça me pose pas de problème. Moi, je. » Bon, vous remarquerez que les Jean-Michel commentaires, surtout les Jean-Michel commentaires TikTok, YouTube, c'est beaucoup de « moi, je ». Voilà, c'est jamais ils ne commenceront une phrase avec autre chose. Et là, c'est « oui, mais moi, j'en ai une et ça me pose aucun problème parce que je fais tous les jours mes trajets, machin, blabla. » Alors, effectivement, il y a des deux roues électriques, les vélos, les trottinettes, les scooters, pour lesquels l'utilisation et la technologie sont parfaitement justifiées. Et ça ne pose aucun problème. C'est même beaucoup plus avantageux que de l'essence. Je vous explique. Soyons clairs que pour un usage extra-urbain, la moto électrique, c'est clairement de la merde. À partir du moment où vous voulez partir en week-end, vous allez chercher du pain, vous dites tiens, je vais me faire une petite balade, machin et tout. Non, c'est non. Vous ne pouvez pas vous barrer dans le trou du cul de la campagne, sur la côte ou quoi avec une moto électrique, parce que vous reviendrez en poussant. Voilà. Mais effectivement, où les deux roues électriques sont parfaitement justifiées, et on le voit en fait dans la gamme de véhicules proposés, c'est les petites cylindrées. Donc les scooters, les vélos, équivalent 125 en électrique. Pourquoi ? Parce que ce sont des véhicules urbains. Et ça, c'est génial. C'est génial déjà parce que au moins vous n'avez pas un T-Max qui fait le bruit du Concorde au décollage dans votre rue. Et surtout parce que, effectivement, en ville, vous n'allez que rarement faire plus de 100 km par jour en centre-ville. Souvent, c'est des gens qui vont se déplacer pour le boulot, des livreurs, des choses comme ça. Et là, effectivement, vous pouvez avoir une utilisation quotidienne d'un véhicule électrique puisque vous rentrez, vous le mettez à charger et c'est de fait effectivement beaucoup plus pratique qu'un véhicule thermique. Et là, son usage est parfaitement justifié. Mais c'est bien pour ça que vous ne verrez jamais de grosses cylindrées en électrique, tout simplement parce que ça ne fait aucun sens. D'un point de vue physique, mécanique, même utilisation, c'est complètement stupide, c'est de la vraie merde. Par contre, à partir du moment où vous habitez vraiment en milieu urbain, comme dans des grandes villes telles que Paris, avoir un scooter électrique, une 125 électrique ou quoi, là, effectivement, ce n'est que justifié. Et ce n'est que bénédiction pour tout le monde. Mais alors, attention, parce que souvent, ces véhicules-là, on est autour des 100-150 km d'autonomie. Bon, ce qui, comme je vous ai dit, reste assez pour un usage quotidien en centre-ville. Quand on doit faire un plein d'essence, c'est 5 minutes, on part et on n'en parle plus. Là où l'électrique, on a un temps de charge qui n'est pas négligeable, souvent entre 2 et 5 heures, malgré le fait qu'avec ces nouvelles batteries, on puisse avoir des temps de charge un peu plus courts. Mais on doit toujours attendre, bien évidemment, un peu plus long. Ce qui fait que là où, dans le cas d'un usage urbain, vous pouvez charger régulièrement, voire tous les soirs, votre véhicule, oui, là, évidemment, l'électrique a toute sa place. Mais vous ne verrez jamais d'équivalent grosse cylindrée en électrique, notamment en ville. Tout simplement parce que vous devez emmener en plus un poids mort. Et ça, c'est de l'autonomie en moins. Pour terminer, il y a un domaine dans lequel l'électrique met juste une claque à l'essence. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. J'en ai parlé vite fait au début de cet épisode, alors je verrai dans les commentaires si quelqu'un a relevé. C'est dans le domaine de la performance. Comme je vous ai dit, nous, on a une version du Nora qui sera en électrique solo pour de l'entraînement, pour de la performance, pour des vols qui seront courts. Puisque, effectivement, dans certains domaines, notamment dans le domaine de la compétition, l'électrique met une claque monumentale à l'essence. Et ça, c'est
C'est tout à fait normal, puisqu'un moteur électrique, vous avez le couple disponible instantanément. Dès les premiers degrés de tour de moteur, vous avez le couple et la puissance qui sont là, contrairement à l'essence qui doit atteindre un certain palier, ainsi de suite. Donc là, oui, l'électrique, à partir du moment où vous voulez faire de la performance, moto, voiture, avion, eh bien, c'est largement mieux et de loin que l'essence. La seule contrainte est que c'est sur des périodes d'utilisation courtes. C'est pour ça que pour de la performance, où on veut le maximum de technique, où on veut le maximum d'énergie sur une courte période, c'est très bien. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'aujourd'hui, on fait des avions électriques qui sont des avions décollage. Donc, c'est des avions de formation qui ont au maximum 1 heure d'autonomie, pas plus. Les véhicules électriques aujourd'hui, par exemple, si on prend la Starkvarg, qui est une motocross électrique, qui est lunaire, tellement c'est un monstre de puissance. Oui, vous avez une machine de guerre, mais qui durera moins longtemps en termes de performance qu'un CRF. Vous allez avoir beaucoup plus de performance, mais sur une période beaucoup plus courte, là où le thermique sera peut-être moins performant, mais plus endurant. Et donc, ces fameux avions, eh bien, on a des périodes d'utilisation qui ne dépassent pas l'heure pour avoir justement une petite réserve en cas de problème. Et c'est pour ça qu'on les utilise juste pour la formation, là où on sait que on est sur des vols de 1 heure maximum pour faire de l'apprentissage et qu'après on se pose puis on est tranquille. Là où, par exemple, moi, mon Cessna 152, il a 4 heures d'autonomie de vol et c'est un avion des années 60. Donc, on voit qu'il y a quand même un méchant gap. Bien, j'espère qu'avec cette démonstration, vous comprendrez enfin, pour une bonne fois, que, eh bien, l'électrique ne remplacera pas, en tout cas tout de suite, puisque à un moment donné, quand on n'aura plus de pétrole, on sera bien obligé de trouver des alternatives, mais tant qu'on aura du pétrole, les motos essence, telles qu'on les connaît et telles qu'on les utilise aujourd'hui, ne se feront pas remplacer tout de suite par des motos électriques et encore moins hybrides. Par contre, dans le domaine de la performance, là, j'y crois, parce qu'on a des performances largement au-dessus du thermique, et également dans les usages intra-urbains. En intra-urbain, quand vous habitez dans des grandes villes, comme je vous ai expliqué, ou quand vous êtes en campagne, mais vous avez un grand domaine, et les gens qui ont des quads agricoles, tout ce qui est machines agricoles, là, effectivement, c'est des machines qui tournent la journée, la nuit, on la met à charger, et en fait, ça fait du kilomètre, mais autour d'un point, en fait. Ça vient pas se déplacer vraiment dans toute la France. Donc là, effectivement, j'y crois, sincèrement, pour ce qui est de la moto telle qu'on la connaît, telle qu'on l'utilise le week-end pour aller bosser, machin et tout, c'est quand même beaucoup plus compliqué, bien qu'il y a toujours des contre-arguments à dire « mais on peut avoir une moto électrique pour aller bosser et la mettre à charger à son boulot ». Oui, c'est possible, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et la plupart du temps, je vous rappelle quand même que les grandes villes, en termes de surface, c'est pas la France. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que la majorité des Français habitent en campagne, et donc par conséquent, ils ont au moins 20-30 minutes de route, des fois voire 40. Et donc, à partir du moment où vous voulez aller faire vos courses, vous balader, machin et tout, faire 200-300 km en un week-end en moto, ça va vite, ça va très vite. Donc quand on a 100 km d'autonomie sur une moto, l'équivalent d'un 700, on est vite emmerdé en fait. Donc c'est ça le problème, c'est que l'autonomie reste faible. Moi je vois ma moto, elle a 800 km d'autonomie, donc certes c'est un ovni parce que j'ai 40 litres de carburant, quand bien même juste 400 km, je me vois pas, là je vais faire ce week-end, je vais partir dans le nord, je vais même pas faire le plein. Je vais faire l'aller-retour one shot. En électrique, il faudrait que je m'arrête 3 fois, voire plus. Donc, c'est compliqué. Ça reste compliqué pour un usage vraiment, un usage mixte tel qu'on le connaît. Maintenant, j'ai effleuré le sujet, puisque vous allez me le dire, oui, mais les biocarburants, y a si... Maintenant, comme je vous disais, des contre-arguments pour privilégier l'électrique, il y en a plein. Effectivement, tout comme il y a plein d'arguments pour le thermique. Moi, quelque chose que je retiens actuellement, c'est que l'électrique, oui, on sera obligé d'y passer tous. Et à ce moment-là, il faudra juste changer ses habitudes. C'est-à-dire qu'on sera obligé de se contraindre au mode de déplacement. On sera obligé de changer ses habitudes. Voilà, c'est comme ça. Puisque l'essence qu'on n'aura plus, on faudra bien faire avec autre chose. Et ce qui se passe, c'est qu'on a les biocarburants. Souvent, les gens nous disent « oui, mais les biocarburants, il n'y a pas de taxe, machin. Comme ils ne gagnent rien, ils ne les mettent pas en avant. » Alors, c'est vrai et c'est faux. Parce que je me suis renseigné là-dessus. En fait, les biocarburants ne sont pas mis en avant pour 2 raisons. Dans l'aéronautique, par exemple, milieu que je connais très bien, on appelle ça les SAF,
SAF, donc SAF pour Sustainable Aviation Fuel, qui veut dire en fait biocarburant. Voilà, c'est du carburant fait à partir de déchets organiques. Et ça, ça fonctionne très bien. Tout comme le bioéthanol, ça fonctionne très bien. Donc certes, le véhicule doit être prévu pour ça ou être modifié en conséquence. Moi, par exemple, la Mini que vous allez avoir en essai pourri, eh bien, lors de sa reprogrammation performance, on a fait une reprogrammation flex fuel. Donc, c'est-à-dire que qu'on lui mette du super ou qu'on lui mette de l'E85, la voiture le détecte avec le taux de monoxyde de carbone et ajuste le moteur pour pouvoir justement s'adapter au carburant qu'elle a. Ça, on sait faire. On le maîtrise très bien. Le problème, en fait, comme je vous ai dit, il y a deux problèmes. Le premier, effectivement, c'est le lobbying pétrolier qui bloque un petit peu ce truc-là. Et je dis un petit peu parce qu'il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Pour la simple et bonne raison, c'est que on s'est aperçu, en faisant les calculs, c'est très simple, quand on prend la terre en surface cultivable, parce que je vous rappelle que le 85 c'est de la canne à sucre, eh bien on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de surface cultivable en canne à sucre pour fournir du biocarburant à tout le monde. Voilà, le problème il est tout simple, pas plus bête que ça. C'est pour ça qu'on ne vient pas insister là-dessus, pour la simple et bonne raison, c'est que on va pas aller insister sur un truc que l'on connaît assez limité. Donc oui, on peut en produire de façon régulière et de façon quasi infinie, mais les quantités restent assez limité. Et donc, comme on ne peut pas en fournir pour tout le monde, c'est pour ça que vous avez du E10. Donc, on vient mixer un petit peu. On a du 85. Et je vais terminer avec une chose. Ce que je trouve dommage, justement, et ce qui est très bien avec les biocarburants, c'est que les biocarburants ne sont pas indexés sur le prix du pétrole. Et en ce moment, j'enregistre en pleine guerre iranienne, où on voit que le prix du pétrole flambe. On est quasiment en ce moment là. Je vais ouvrir une application qui s'appelle Road Roulette, petite application développée par 0sdev, et on a ajouté un onglet qui s'appelle SOS Fuel. Alors SOS Fuel, ça vous permet, en mettant soit votre géolocalisation ou soit votre code postal, de savoir où sont les stations-service dans votre coin. Alors, je vais utiliser un code postal random pour vous faire l'exemple, parce que si j'utilise le mien, je vais me faire doxer et ce n'est pas le but. Là, par exemple, j'ai mis Paris. Donc là, on voit que sur Paris, il m'affiche les stations-service. Et si je veux avoir les prix, je clique sur une station-service. Et voilà, il m'affiche directement tous les prix de tous les carburants, sachant que c'est des datas qui viennent du gouvernement. C'est data.gouv.fr qui répertorie le prix de tous les carburants chaque jour et c'est mis à jour régulièrement dans la journée pour vous dire tout simplement que là par exemple donc je me suis mis sur là où j'habite et là on a un gasoil qui est à 1,999 centimes, 2 euros. Le gasoil est à 2 euros, voilà. Et le super il est à 1,80 €. Le 85 il est à 70 centimes depuis 2-3 ans. Il ne bouge pas tout simplement parce que là comme je vous dis on est en pleine guerre iranienne donc le prix du baril brut s'enflamme, et bien sûr les distributeurs de pétrole n'attendent même pas que ce soit répercuté sur leur achat, qu'ils montent tout de suite les prix à la pompe, et quand ça va baisser par contre, là vous allez voir que ça va être beaucoup plus long. Voilà, les biocarburants n'étant pas indexés sur le prix du Brent, eux ne bougent pas. Donc là, pendant que tout le monde paye 2 € son litre de gasoil, moi je paye 70 centimes mon litre d'éthanol. Voilà. Donc ça fait partie de ces choses où, à un moment donné, ça faut y réfléchir, parce qu'on vit dans un monde où les guerres pour le pétrole, les guerres pour les minerais, machin et tout, se font de plus en plus. C'est pareil pour les batteries, les matériaux, les matières rares, ce qu'on appelle les terres rares. Le lithium n'en fait pas partie, mais le lithium reste une matière très prisée et qui un jour fera l'objet de guerres, tout comme le pétrole. Donc c'est pour ça, il faut anticiper et se glisser dans des petits trous de souris qui font que, à un moment donné, on a trouvé un carburant qui fait que on s'en fout, guerre, pas guerre, prix du pétrole, pas pétrole, gilet jaune, pas gilet jaune, on fasse le plein tranquille. Et moi, je suis super content. Et la moto, c'est pareil. La moto, là, je vais faire conversion au bioéthanol pour payer moins cher, juste parce que j'en ai ras le cul de voir mon prix du litre d'essence passer de 1,50 € à 2 € en l'espace de 3 jours. C'est chiant, c'est juste chiant. Donc au moins, en mettant un boîtier, 70 centimes, le prix est constant, on n'est pas emmerdé. Et les batteries, c'est la même chose. On voit le problème avec les semi-conducteurs en ce moment, avec l'histoire de la RAM, machin, tout ça, où on s'aperçoit que le prix de tout ce qui est technologique monte en flèche. Donc, le gouvernement pousse à l'électrique parce que il booste à coup d'aide gouvernementale et compagnie
parce qu'ils veulent relancer l'économie, ils veulent relancer les achats de véhicules neufs, machin et compagnie. Ils veulent aussi encourager le développement d'usines à batterie en Europe, qui a complètement capoté, entre nous, pour tout un tas de raisons. Mais voilà, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un rêve, quoi. C'est une bulle qui va éclater. Donc c'est un peu ça le problème de l'électrique, du fuel, de tout ce que vous voulez bien. En attendant, les usagers sont pris en otage parce qu'ils doivent subir ce genre de choses-là. Mon seul conseil, c'est, à un moment donné, si vous avez une voiture essence, qu'elle le peut, investissez, ça coûte 500 balles, vous investissez dans du biocarburant, vous serez tranquille. Alors on dit oui, mais l'amortissement, machin et tout. L'amortissement, en un claquement de doigts, c'est amorti. Regarde, là, on parle électrique, machin, tout ça. Donc ceux qui roulent à l'électrique, ils sont tranquilles, mais comme je vous dis, la personne qui roule à l'électrique, mais qui se fait des 200-300 km par jour parce qu'il est commercial, on va pas lui demander de rouler en électrique. Passer en biocarburant, oui, ça coûte 500 balles. Alors commencer à dire oui, l'amortissement, à raison de temps, machin et tout. L'amortissement, il est tout de suite fait à partir du moment où tu as 30 ans de file d'attente à ta station essence parce que les gens, ils chient dans leur slip pour pouvoir mettre de l'essence parce que ça brûle partout dans les pays qui exportent du pétrole, alors qu'il n'y a pas de pénurie, rien. C'est juste parce qu'on leur a dit que, il y a la guerre, le prix du pétrole va augmenter, alors tout le monde se jette à la pompe, ce qui fait évidemment encore plus flamber les prix, offre et la demande. Et toi, si tu arrives avec ta petite voiture au bioéthanol, t'es pas touché. Voilà, t'attends juste le soir, quand il n'y a plus personne, tu vas faire ton plein à 20 balles pour 40 litres, puis t'es tranquille. Voilà. Donc, c'est ça, à un moment donné, soyez smart, et puis vos vieux diesel et tout, balancez ça, parce que c'est juste de la merde, en fait. On vous a encouragé à acheter ça pour... c'était un lobbying qui a fait le boulot. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est de la sale merde. Donc arrêtez avec vos diesels, balancez-moi ça, achetez de l'essence, achetez même une vieille 205 essence, convertissez ça au bioéthanol et ça sera nickel. Je vous rappelle quand même que j'ai roulé dans une Cox de 1970 convertie au bioéthanol, garage Bessard et Créteville-les-Bains qui a fait la job, mais alors un truc aux petits oignons, et ça marchait du tonnerre, surtout que la bagnole a consommé genre 15 litres au 100. Et ça marchait incroyablement bien. Et ils font maintenant des kits rétrofit pour ça, et je pense que c'est un truc que j'aurais fait. Par contre, et dernière chose, j'ai vu sur Instagram hier, parce qu'en faisant mes recherches sur mon téléphone et tout, à un moment donné, j'ai tout un tas de pubs qui me tombent dessus. Il y a des jeunes qui font des kits rétrofit électriques pour justement des mobylettes, des mobylettes, des Vespa et tout, des mobylettes, des scooters, des équivalents 50 cm3 et tout ça. Et ça, allez voir, parce que ça vaut la peine, tout simplement. Ça vous coûtera pas forcément plus cher qu'un véhicule électrique. Pour les jeunes qui vont au lycée ou à l'école en scout et qui font genre 10-15 km comme ça, je pense que ça c'est génial, c'est une super alternative. Et en plus, ça encourage des jeunes français qui lancent leurs trucs et tout, qui font de l'ingénierie, donc c'est nickel. L'outro aura été quasiment aussi long que tout l'épisode, mais c'est vraiment parce qu'on a ce contexte de guerre qui fait que les gens, par définition, viennent dire « Oui, vous voyez, moi avec ma Tesla, je suis pas emmerdé. » Si, en fait. C'est parce que là, on parle d'un pays qui fait du pétrole, mais le jour où c'est un pays qui a une mine de lithium, ta Tesla, ça sera le même problème. Donc, faut arrêter avec ça. En tout cas, arrêtez de lire les Jean-Michel commentaires, arrêtez de leur répondre, surtout sur des sujets technologiques comme ça, où on a pléthore d'informations, de calculs, d'études, de choses, et que de toute façon, on ne peut pas surpasser la physique. Voilà. Sur ce, c'était Dude. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je vous fais des bisous et comme disait Valérie,